Führerhauptquartier den 24. Dezember. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Dongebiet dauert die Abwehrschlacht in wechselvollen Kämpfen weiterhin an. Noël 1942. Im mittleren und nördlichen Frontabschnitt La guerre entre dans son 4e hiver. Der Feind unterließ hier jeden größeren Angriff. Eigene Spättrupps waren vielfach erfolgreich. Die spanische Blaue Division war vorgehende Bolschewisten im Gegensturm. La plus grande partie de l'Europe est occupée par les troupes de la Wehrmacht. Achtung, ich rufe Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga. Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste. Hier meldet sich die Front im Kaukasus. Au cours de l'hiver 1942, les uns savent qu'ils ne remporteront pas la guerre, les autres se reprennent à croire à la liberté. L'espoir change de camp. L'hiver 42 se révèle décisif. À Vienne, une grande fête est organisée sur les bords du Danube. La Wehrmacht lance un appel de fonds. La population allemande se montre généreuse. 1,5 milliard de Reichsmark seront collectés au cours de cet hiver-là. La majorité des Allemands croient encore en Hitler. À Vienne, on se sent loin de la guerre. Je ne me souviens pas avoir vécu des moments difficiles. Les nouvelles qui arrivaient du front de l'Est nous inquiétaient un peu. Mais on les écoutait et on continuait à faire nos devoirs. L'automne 42 n'a pas été pénible. Ailleurs en Europe, les soldats du Reich sèment la terreur. C'était une période terriblement pesante. La guerre semblait interminable. On faisait du surplace. La guerre semblait marquer le pas. La moitié nord de la France est occupée par l'armée allemande. La moitié sud, pas encore. Paris était occupé par les Allemands. Et dès qu'on arrivait après la ligne de démarcation, on sentait un air de liberté. En Europe de l'Est, les troupes d'Hitler mènent une guerre d'extermination. À l'automne 42, elles atteignent la ville soviétique de Stalingrad. Longtemps, on n'a rien perçu de la guerre. On pensait qu'elle ne viendrait jamais jusqu'à nous. Mais elle a fini par arriver. Dans le nord-est de l'Afrique, en Égypte et en Libye, la progression des Allemands et de leurs alliés italiens est enrayée. On savait que la situation se dégradait pour nos troupes. Seuls les fascistes enragés ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir. Mais pour tous les autres, la déroute était flagrante. Au cours des 3 années précédentes, la guerre a déjà fait des millions de victimes et des crimes abominables ont été perpétrés au nom de l'Allemagne. La frange la plus sceptique, ou disons la plus réaliste de la population allemande, voulait que la guerre se termine, parce qu'on allait de toute façon la perdre. On savait aussi qu'on allait en payer les conséquences. Dans l'ouest du Reich, la défaite se dessine déjà.
Der Reichssender Frankfurt schaltet wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab. Wir bitten unsere Hörer, ihren Les Britanniques déversent régulièrement leur cargaison de bombes sur les villes allemandes. Cologne a déjà été la cible de 120 bombardements en tapis. L'objectif des Alliés est de saper le moral et la résistance des Allemands. Le consul suisse Franz Rudolf von Weiss note dans son journal: La succession des attaques aériennes engendre une grande nervosité. Beaucoup de gens se couchent tout habillés. Qu'il y ait une alerte ou pas, le moral des habitants s'effondre. Tous les jours, j'entends la même phrase. Le soir, en se couchant, on se dit qu'on ne se réveillera peut-être plus. Les seuls à refouler la guerre sont ceux qui vivent loin du rayon d'action des bombardements britanniques. Ainsi à Vienne, surtout quand on est une jeune fille de 17 ans. On parlait beaucoup de nos amourettes. Avec ma meilleure amie Sissi, on avait des aventures. Les autres n'en avaient pas, et si elles en avaient, elles n'en parlaient jamais. On se vantait parfois d'avoir une liaison avec un homme qui était au front. Mais on n'avait aucune liaison sérieuse. On n'allait pas bien loin. Au cours de l'été 1942, Traudel-Lessing fait la connaissance de Bertel. Mais il est envoyé sur le front de l'Est. Il m'a écrit depuis la Russie. Il disait qu'il faisait très froid. Sinon, on s'écrivait qu'on s'aimait. Je lui disais qu'ici, tout allait bien. Il a été tué. Je ne me souviens plus comment, mais je l'ai appris. Peut-être qu'une de mes lettres m'a été retournée. Cela fait plus d'1 an que la Wehrmacht a lancé son offensive contre la Russie. Annette Schücking veut s'engager comme bénévole à l'arrière du front. Je suis devenue infirmière pour la Croix-Rouge sur le front de l'Est parce que je pensais qu'il fallait que je participe à la défense de mon pays. L'Allemagne était menacée par un ennemi épouvantable. C'est ainsi que je voyais le stalinisme à l'époque. La jeune femme ne craint pas le danger. Cette guerre ressemblait à une campagne napoléonienne. Les soldats se battaient pour gagner péniblement chaque mètre de terrain. Et les routes étaient très mauvaises. Après l'invasion de la Pologne et de la Russie, les troupes allemandes s'en prennent aux civils, et particulièrement aux Juifs. Une jeune juive de la ville polonaise de Betzin écrit dans son journal: La neige tombe à gros flocons et forme une couverture blanche sur les rues boueuses. C'est l'hiver. Mais dans la rue, on n'entend pas les cris joyeux des enfants qui marquent habituellement l'arrivée de l'hiver. Ruth Kalaskir n'a pas encore 14 ans. Le ghetto de Betzin, en Silésie, est l'un des milliers de ghettos que les Allemands ont créés en Europe centrale et en Europe de l'Est. Pour la majorité des habitants du ghetto, l'hiver est synonyme de misère et de faim. Partout, des queues se forment, des queues pour les pommes de terre, des rutabagas, du charbon, du pain. La Hongrie n'est pas occupée. Elle s'est alliée à l'Allemagne. À Budapest règne une paix trompeuse. En Hongrie, on ne sentait pas les effets de la guerre. J'avais une bande d'amis à l'époque. J'étais amoureuse d'un des garçons. Nous étions 4 filles et 4 garçons. Et tous les jours, on allait sur l'île Marguerite.
On y allait l'après-midi et on passait notre temps à papoter. On discutait énormément. On se demandait si Dieu existait ou pas. On abordait les grandes questions existentielles. Mais on ne parlait quasiment jamais de la guerre. À Budapest, le général Horthy rêve d'un empire. Ici, en Hongrie, les Juifs ne sont pas menacés. Pas encore. C'était un régime autocratique. Ce n'était pas une dictature flagrante, mais un régime autocratique très raciste dès le début. C'est lui qui a édicté les premières lois anti-juives en Europe, avant Hitler. Et quand Hitler est arrivé au pouvoir, le régime hongrois s'est allié au Führer. La Hongrie envoie des troupes sur le front de l'Est pour se battre aux côtés des soldats allemands. L'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Croatie font de même. Horthy veut conquérir des territoires. Pour les soldats de la Wehrmacht, le rêve, surtout pendant l'hiver 42-43, c'est d'être envoyés en France. Cela fait 2 ans que les Allemands sont installés à Paris avec leur état-major, leur poste de commandement et leur secrétaire. Et ils profitent de la vie. Mais en France aussi, les Allemands sèment la terreur. La Wehrmacht, les SS et la Gestapo exercent une pression permanente sur les autorités françaises et les habitants. Le pays est scindé en 2. Le nord est sous commandement allemand, le sud est une zone libre. Vichy devient la capitale provisoire de la France. Le gouvernement de Vichy collabore avec les forces allemandes. À Paris, les militaires allemands et français défilent ensemble devant la tombe du soldat inconnu. J'habitais Paris, ma mère était juive, et des amis lui ont dit « il faut que Marco aille dans le sud de la France, en zone libre ». En vérité, je ne le savais pas, moi-même, que j'étais juif, parce que jamais je n'avais été dans une cérémonie religieuse, nulle part. Aller en zone libre, c'était quelque chose de merveilleux. Marc Ferraud quitte sa mère et part à Grenoble. Ici, dans la France de Vichy, les Allemands semblent bien loin. Devenu chef de l'État, le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, se veut le père de la nation. On n'avait rien contre Pétain. Mais à Grenoble, déjà, mes camarades en classe, en faculté, ils m'avaient alerté que le régime de Vichy, c'était pas bien. Et qu'il fallait faire attention parce que c'était un régime douteux, dangereux. Le régime de Pétain est ambigu. Il veut que les Français retrouvent leur fierté, mais il veut être bien vu des Allemands. Pétain devient très vite la marionnette de l'occupant. Tout comme le maréchal Darlan, dauphin désigné de Pétain, et commandant en chef des forces de Vichy. Alger. Sous la tutelle française, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont gouvernés par Vichy. La région est un îlot de paix. Il n'y avait pas eu de problèmes économiques comme en France. On trouvait des choses extraordinaires. Il y avait des cafés et du sucre, ce qu'on ne trouvait pas en France. Jean Daniel, qui est né en Algérie, ne veut pas rester à Alger. Il est contre le régime de Vichy. Il veut gagner l'Angleterre via Gibraltar. L'Algérie, colonie française, est une province modèle. Les autorités militaires françaises qui
occupait, pas qui occupait, qui était chez elle, en Afrique du Nord, faisait en sorte de montrer que c'est elle, que c'était les autorités françaises, c'était la France qui était là encore. Dès le printemps 1942, les services secrets américains et la résistance française planifient un débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Jean Daniel est alors contacté par un camarade. Et il me dit, voilà, il faut former des réseaux. Des réseaux, 12, 15, pas plus, mais de gens sur lesquels on a confiance. Et puis être toujours à notre disposition, je vous préviendrai, je ne vous laisserai pas tomber, chaque fois qu'il y a un renseignement à donner, je vous le donnerai. Et c'est comme ça que j'ai fait. Novembre 1942, Jean Daniel n'a eu aucune nouvelle de son homme de contact installé au PC de la Résistance, rue Michelet, au cœur d'Alger. Une semaine avant le débarquement, il était question que je parte. J'en avais assez. Que je parte à nouveau sur Gibraltar. Alors je lui ai téléphoné et j'ai dit, écoutez, j'en ai assez. Je ne sais pas si tout ça est vrai. Il m'a dit, ne fais pas l'idiot, c'est arrivé, c'est tout. Une semaine. Mais les résistants français postés sur les plages d'Alger ne croient pas que les Alliés réussiront à débarquer en Afrique du Nord. Il y avait deux doutes. Le premier, c'était sur la capacité des nazis à aller de victoire en victoire. Vous comprenez? Ne pas s'arrêter. Le second, aussi important, c'était le doute sur les États-Unis. Est-ce que les États-Unis voulaient vraiment? Des milliers de soldats américains sont stationnés en Grande-Bretagne, dans l'attente d'être envoyés sur le front. Les gouvernements en exil des pays occupés par les Allemands se sont réfugiés à Londres. Celui de la Pologne, notamment. Depuis l'Angleterre, le Premier ministre Władysław Sikorski forme des unités militaires polonaises pour combattre les Allemands aux côtés des Alliés. Des appareils de la Royal Air Force sont ainsi confiés à des pilotes polonais, mais aussi tchécoslovaques et français. Depuis Londres, le général de Gaulle organise la résistance française. Les Alliés se rencontrent en Angleterre pour organiser la libération de l'Europe. Les habitants de Londres, eux, sont hésitants. En 1942, on n'avait plus le même regard sur Hitler. Au début de la guerre, on le prenait pour un clown. On l'associait à la caricature qu'en avait fait Charlie Chaplin. Mais en 1942, il est devenu sinistre. En 1940 et 1941, la Luftwaffe a bombardé Londres des centaines de fois. Des quartiers entiers ne sont plus que ruines. La population vit dans la crainte permanente. Les États-Unis étaient entrés en guerre, mais leur présence n'était pas effective à ce moment-là. On avait l'impression d'être tout seul face à cette armée surpuissante qui dominait l'Europe. En novembre 1942, le cours de la guerre s'inverse. En Afrique du Nord, après plusieurs batailles sanglantes, les Britanniques arrêtent la progression des unités allemandes commandées par Rommel. Les Allemands et leurs alliés italiens doivent battre en retraite. En Sicile, en face de la côte africaine, la population comprend que l'heure est grave. Les soldats de l'Axe sont progressivement rentrés chez eux.
Les troupes allemandes devaient regagner l'Allemagne par bateau. Dans le port de Porto Empedocle, les navires étaient bondés de blessés, dont un grand nombre d'Allemands. Nos troupes aussi avaient été faites prisonnières. Dans le port de sa ville natale, Andrea voit les soldats allemands gravement blessés qui sont soignés sur un navire hôpital dans le port. Les femmes de la ville s'occupent des blessés et tentent de leur remonter le moral. Nous avons appris qu'une partie du bateau était interdite aux visiteurs. C'était là qu'on soignait les soldats victimes de blessures horribles, dont l'aspect était insoutenable. On voulait épargner ce spectacle aux femmes de la ville. Et ça a fini par se savoir. Un jour, j'ai appris quelque chose d'incroyable. La patronne de la maison close, la Pensione Eva, était allée sur le bateau avec 6 prostituées qui travaillaient pour elle, pour qu'elle donne du plaisir à ces hommes que personne ne devait voir. Et elle s'est débrouillée pour obtenir une autorisation et elles sont montées à bord. Munich, la ville où est né le mouvement national-socialiste. C'est là que Sophie Scholl fait ses études. Elle est engagée dans un groupe de résistance baptisé Rose Blanche. Son amie est sur le front de l'Est, aux portes de Stalingrad. Sophie lui écrit depuis Munich. Cher Fritz, l'insécurité dans laquelle on vit m'angoisse jour et nuit. La moindre de nos paroles est décortiquée pour s'assurer qu'elle ne recèle aucune ambiguïté. On ne peut plus faire confiance à personne. On est obsédé par la méfiance et la prudence. C'est fatigant. C'est décourageant aussi. Mais non, rien ne pourra me saper le moral. Je ne vais pas me laisser dominer par ces futilités. J'aimerais tellement me promener avec toi dans la forêt, n'importe où. Mais ce n'est pas pour bientôt. Peut-être est-ce même impossible. Les troupes allemandes ont franchi le Don et se lancent à l'assaut de Stalingrad. Hitler exige de son armée qu'elle prenne la ville avant l'arrivée de l'hiver. Chère Sophie, la situation militaire à Stalingrad est incompréhensible. Les Russes ne tiennent plus que quelques kilomètres carrés le long de la Volga. Nos Stukas et notre artillerie déversent une telle quantité de bombes et d'obus sur cet amas de ruines qu'il semble incroyable qu'il y ait encore quelqu'un de vivant là-dedans. Et cela fait des semaines qu'on se bat pour reprendre cette poche. Ma tendre Sophie, malgré tous les tracas qui m'accablent, je pense tous les jours à toi. Pour les Russes, Stalingrad est un lieu vital d'un point de vue stratégique. La ville possède d'immenses aciéries et une usine de tracteurs a été transformée pour fabriquer des chars. Les fascistes allemands ont rapidement occupé plusieurs quartiers de la ville, comme la Tachinska. Certains disaient qu'ils avaient atteint l'usine de tracteurs. Mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au cœur de la ville. Il n'y avait pas de chars allemands dans le centre. Mais nos soldats n'étaient pas là non plus. Il n'y avait que la police. Quand les combats ont commencé au bord du Don, nos troupes ont battu en retraite. C'est là qu'on a vu nos troupes pour la première fois. Après, les fascistes ont peu à peu pris possession de la ville. Les Allemands nous ont fait mettre en rang et puis ils nous ont chassés de la ville. On ne savait pas où aller. Personne ne savait ce qui se passait. Personne ne pouvait nous renseigner. Il n'y avait aucun message à la radio. Où était la propagande soviétique? Elle avait disparu.
Le 8 novembre 1942, des navires américains et britanniques profitent de l'obscurité pour s'approcher des côtes. Leur objectif, Casablanca, Oran et Alger. Sur la plage d'Alger, Jean-Daniel attend, en compagnie de 3 amis. Il était 3 heures du matin. Nous avons vu arriver tous ces bateaux, mais très peu. Il y en a un qui s'est avancé. C'était un lance-torpille, il était anglais. On attendait des Américains, c'était des Anglais de ce côté-là. Et il y en avait un qui avait toute la carte, très, très bien fait. Il voulait monter vers un fort l'Empereur. Nous connaissions très bien la route, tous. Et on s'est répartis en plusieurs groupes pour pas qu'il y ait d'attaque. Et on est arrivé tranquillement à Fort l'Empereur. L'opération des résistants est un succès. À 4 heures du matin, on avait rempli notre mission. Après on était déçus d'avoir été si vite. Pas de résistance. Et puis, j'ai téléphoné. Le Fort l'Empereur, c'est une affaire finie. Bravo, continue. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu attends. Alors, il dit, sache en tout cas, de ton côté, que le général Join est mon prisonnier. Le général Join est ton prisonnier. Bon. Le débarquement des Alliés en Afrique du Nord est aussi un signal. Mes amis qui souffrent sous le joug accablant des nazis, les Américains, avec l'aide des Nations Unies. Le président Roosevelt s'adresse aux Français à la radio. Les États-Unis se joignent aux opérations pour libérer l'Europe. Aussi bien que pour la restitution des idéaux, des libertés et de la démocratie pour tous ceux qui ont vécu sous le tricolore. Les Américains veulent convaincre les forces militaires du régime de Vichy de se joindre aux Alliés. Ils préfèrent attendre un jour avant d'entrer dans Alger. Ce sont donc les résistants qui s'emparent de la ville. Il y avait des chuchotements. Et il y avait la chose la plus importante, c'était la radio. En disant, il semble qu'il y ait eu le commissaire de police principal d'Alger, notre ami, et citer le nom, vient d'être abattu. Puis après, il y avait une chanson. On était dans une période surréaliste. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il? Le lendemain, Alger devient la capitale de la France libre. Une photo, les collaborateurs et les agents nazis sont arrêtés. Que reste-t-il des billets doux? Les militaires du régime de Vichy se mettent du côté des Alliés. L'amiral Darlan, dauphin désigné de Pétain, se déclare haut commissaire en Afrique française, aux grandes dames des résistants. Il y a peu, il était encore l'ami des nazis. Maintenant, il serre la main des Américains. Les Allemands ne tardent pas à réagir. 3 jours après le débarquement allié en Afrique du Nord, les troupes allemandes et italiennes franchissent la ligne de démarcation et envahissent le sud de la France. L'illusion d'une zone libre s'effondre. La domination allemande s'affirme dans le sud de la France. La Wehrmacht occupe les côtes. À Toulon, les navires de guerre français sont immobilisés. À Grenoble, des milliers de Français descendent dans la rue. Ils entonnent la Marseillaise en manifestant contre l'occupation allemande et le régime de Vichy. Des soldats italiens stationnés de l'autre côté de la frontière sont envoyés à Grenoble pour rétablir l'ordre. C'était des bertalieri, vous savez, avec le chapeau comme ça. Alors ils se promenaient dans les rues, n'est-ce pas? Et par exemple, ils passaient près du lycée de filles. Et les filles les attendaient à la fenêtre. Et quand les Italiens disaient « Hey,
Hey, Graziella! On leur jetait de l'eau dessus, n'est-ce pas? Et ils riaient, ils disaient « Oh, la Francia, la Francia ». Les Italiens étaient des non-occupants à Grenoble. Ils n'ont fait de tort absolument à personne. Les Italiens prennent la Corse et Nice, qui faisaient autrefois partie de leur pays. Garibaldi, le père de la patrie italienne, est né à Nice. Pour Mussolini et l'Italie fasciste, c'est un triomphe. C'était de la propagande. L'événement le plus important, c'était que les Américains avaient débarqué en Afrique. Depuis Londres, la BBC diffuse des nouvelles dans toute l'Europe. Les informations ne correspondent pas toujours à la réalité, mais elles sont moins trompeuses que celles de la propagande allemande et italienne. England, hier ist England. Zunächst die Nachrichten in Schlagzeilen. En discutant avec des personnes de milieux différents, on constate qu'elles écoutent presque toutes les radios étrangères. Elles connaissent la vraie situation militaire à laquelle la presse allemande ne fait jamais allusion. L'ambiance générale n'a pas changé. Elle est des plus pessimistes. Le régime nazi interdit l'écoute des radios ennemies. C'est un crime puni de la peine de mort. À l'époque, Margaret Nielsen est étudiante en médecine à Heidelberg. On écoutait régulièrement la radio anglaise. On habitait la pension Astoria. Jamais je n'oublierai ça. Les étudiants qui habitaient là pensaient pouvoir se fier entièrement aux autres. On écoutait régulièrement la radio anglaise ensemble. On entendait le générique. Boum, 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 boum. C'était très simple. Et dans la population, on entendait de plus en plus souvent dire « profitez de la guerre. La paix sera effroyable ». Les Allemands prennent conscience qu'ils devront rendre des comptes pour les atrocités commises par les nazis. En Pologne, dans le ghetto de Betzin, la jeune Rutka écrit dans son journal « Des enfants vêtus de haillons tendent la main aux passants. Ces enfants sont les stigmates de l'horreur du ghetto. Leurs parents ont été transférés ailleurs. Livrés à leur sort, les enfants errent dans les rues. » Soudain, un cri. Un policier a frappé un vieillard. En tombant, le vieillard s'est cogné la tête contre une pierre. Le sang pourpre est aspiré par la neige blanche. À 1200 km plus à l'est, en Ukraine, les Juifs du village de Novochitomir ont été réquisitionnés par la Wehrmacht pour construire une route. Âgé de 14 ans, Haïm Shulkin doit casser des pierres pesant des dizaines de kilos. On était surveillés essentiellement par des policiers ukrainiens. Ils étaient entre 70 et 100. Il n'y avait que 10 Allemands. Quand un Allemand estimait qu'un des nôtres ne bossait pas assez, il envoyait un policier ukrainien en disant « 5 ». Quand le policier ne comprenait pas ce que disait l'Allemand, il nous demandait ce que ça signifiait et on lui répondait « Tu dois donner 5 coups ». Les policiers utilisaient un fouet nommé « nagaïka » en ukrainien. C'était un gros fouet en cuir. Les policiers ukrainiens nous frappaient souvent pour qu'on travaille plus vite. Les Allemands criaient « Schneller !» plus vite. Des officiers et des représentants de l'administration allemande passent régulièrement pour vérifier l'avancée des travaux. Un jour, des gradés sont arrivés en voiture. Ils sont descendus et ont inspecté la route. Une femme les a regardés. Un des Allemands s'est tourné vers elle et a lancé « Sale juive, elle travaille trop lentement !» Et il l'a abattue. Il a sorti son pistolet et il l'a tuée. Dans l'Europe occupée, les Juifs n'ont quasiment aucun moyen d'échapper aux nazis. Pour ne pas mourir,
ils doivent fuir l'Europe. En Hongrie, les Juifs sont relativement en sécurité au cours de l'hiver 1942. À Budapest, un juriste juif apporte son aide aux réfugiés. C'est le père d'Agnès Heller. Mon père prenait en charge les réfugiés sans demander d'argent. Il allait dans le camp d'internement et il arrangeait des mariages pour les réfugiés. C'étaient des mariages de complaisance qui permettaient d'obtenir la nationalité hongroise. Il a aussi aidé des Juifs à quitter la Hongrie et à se réfugier en Argentine et au Brésil. Rares sont ceux qui ont cette chance. Au cours de l'hiver 42-43, ceux qui ont l'occasion d'écouter la radio en Europe ne peuvent ignorer l'horreur. En décembre, la BBC consacre de longs reportages au génocide juif. Der letzte Akt der Judentragödie beginnt. In Massen wurden die übrig gebliebenen Juden, Greiser, Frauen, Kinder in ungeheizten Viehwagen nach den polnischen Ghettos verfrachtet. Unzählige gingen unterwegs zugrunde an Erschöpfung und Hunger. Ganze Transportzüge wurden vergast. Millionen Menschen werden ausgerottet. Und warum? Was steckt hinter diesen Massenmorden? Womit rechtfertigen die Nazis ihr beispielloses Verbrechen? Quant au crime commis sur le front de l'Est, c'est un secret de Polichinelle. Je me souviens qu'un jeune SS, un très beau jeune homme, était assis à côté de moi et qu'il a commencé à me faire la cour. Il me racontait qu'il revenait de Russie et de Pologne. Puis il s'est mis à parler des camps et des assassinats, me disant que les Juifs et les sous-hommes polonais devaient être massacrés. J'ai été très choquée. Sans compter la menace contenue dans ses propos. Il m'avait révélé tout cela et il ne fallait pas que j'en parle. Et si je trouvais ça intolérable, alors j'étais perdue pour l'Allemagne. Et il fallait que je sois prudente. À Cologne, comme partout en Allemagne, la Gestapo organise la déportation des Juifs au vu et au su de la population. Ces derniers temps, il est flagrant que le traitement réservé aux Juifs, et surtout aux Mischlinge, aux mi-ariens, se dégrade toujours plus. Un médecin m'a raconté que les rares Juifs et leurs enfants qui vivaient encore à Cologne ne recevaient plus de lait ni de viande. Chaque semaine, on entasse ces malheureux dans un train de marchandises qui les emmène à Theresienstadt ou à Lodz. À l'école, on racontait des blagues sur les KZ, les camps de concentration, sauf qu'on ignorait ce qu'était un KZ. Un jour, quelqu'un nous a dit que c'était un lieu où les Juifs étaient obligés de travailler. Mais ça ne nous a pas vraiment choqués. Pour le reste, on ignorait tous ces camps. On n'a jamais entendu parler des exécutions. C'est mal vu de dire ça aujourd'hui. On aurait dû savoir. Quand vient l'hiver 42-43, Leningrad est encerclé par la Wehrmacht depuis 2 ans. Les habitants de la ville meurent de faim. On dénombre déjà 500 000 morts. À la fin de la guerre, il y en aura plus d'1 million. L'aviation et l'artillerie allemande pilonnent la ville sans relâche. Stalingrad, situé dans le sud de l'Union soviétique,
a accueilli des réfugiés en provenance de Leningrad au cours de l'été 1942. Mais la ville est maintenant un champ de bataille. Depuis le 22 novembre 1942, la 6e armée du général Paulus est encerclée par les troupes soviétiques. 230 000 soldats allemands sont pris au piège. Chère Sophie, cela fait 15 jours qu'on se bat contre les troupes soviétiques. Les combats sont souvent effroyables. Il est difficile de prendre des décisions qui mettent en jeu la vie des hommes. Tu dois certainement être au courant de notre situation par les actualités. Toutefois, pour l'instant, c'est relativement calme dans notre secteur. J'essaye autant que possible de m'élever au-dessus de toute cette horreur, de toute cette folie qui m'entoure. Hier, alors que les Russes pilonnaient nos positions et que les explosions faisaient rage autour de nous, un oiseau s'est posé en pépiant joyeusement sur le bord de la tranchée où j'étais réfugié. Comme si de rien n'était. Sur le moment, je ne sais ce qui m'a incité à croire que c'était toi qui m'envoyais un bonjour. Je me suis alors senti en sécurité dans mon trou, comme si rien dans ce monde ne pouvait me faire de mal. En Allemagne, toutes les occasions sont bonnes pour oublier la guerre. À Cologne, dans le cabaret Burghoff, règne une ambiance du tonnerre. Au programme, Ossie et Marie Pierotti. À l'affiche également, des numéros de danse culturelle et caricaturale. Mais aussi des numéros érotiques. Les Allemands s'inventent un univers pour oublier les attaques aériennes et la mort au champ d'honneur. Les femmes se maquillaient de façon ostentatoire durant la guerre. À l'époque, une femme ne devait pas se maquiller. Mais dès que les étudiantes trouvaient un bâton de rouge à lèvres, elles s'en barbouillaient. On adorait la marque Ziklam. C'était le rouge à lèvres le plus éclatant. On se maquillait bien plus qu'aujourd'hui, simplement par esprit de contradiction contre cette règle qui disait une femme ne se maquille pas. De l'autre côté de la Manche, les forces armées de Sa Majesté ont besoin d'hommes pour combattre les troupes hitlériennes. Dennis Norden est projectionniste. Il est appelé sous les drapeaux. Je n'avais jamais dormi dans un dortoir avec des inconnus. Je n'avais jamais reçu d'ordre. On ne m'avait jamais insulté, ni fait courir de gauche à droite. Mais cette épreuve a fait naître une grande camaraderie entre les appelés. On s'est beaucoup amusé aussi. La recrue de l'Air Force fait ses classes à Blackpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre. La région compte un grand nombre d'usines d'armement qui tournent à plein régime. Les femmes qui y travaillent savaient quoi faire de leur temps libre. Les ouvrières profitaient de leurs congés pour se rendre à Blackpool et admirer les nouvelles recrues de l'armée de l'air qui faisaient leur classe sur la plage. On est devenu une attraction pour elles, d'autant que les sergents qui nous instruisaient profitaient de leur présence pour nous faire parader, pour nous faire exécuter un tas d'exercices dans le but de se faire bien voir. Et les filles les regardaient avec admiration. Dennis suit une formation d'opérateur radio. Sur le moment, on n'imaginait pas qu'on allait bientôt être confronté à des situations très dangereuses. On s'ennuyait à mourir. On passait des heures à ne rien faire. Sur le front de l'Est, hormis les soldats allemands, les troupes de l'Axe comptent des Croates, des Bulgares, des Roumains et des Hongrois. Ainsi que 230 000 Italiens qui ne se sentent pas concernés par cette guerre qui les oblige à braver le froid glacial de la Russie.
Leurs amis restés au pays s'inquiètent pour eux. Il y avait des dizaines de soldats italiens en Russie dont on n'avait plus aucune nouvelle. On était très inquiets pour eux. On pensait qu'il leur était arrivé quelque chose de grave, contrairement à ce que nous laissaient croire les bulletins publiés par les fascistes. Leurs lettres étaient-elles bloquées? Ils n'écrivaient plus. On ne savait pas s'ils étaient morts, portés disparus, ou s'il leur était impossible de nous écrire. Cher Fritz, en réalité, je voulais t'écrire hier soir. Tu n'as pas idée à quel point j'espérais recevoir une lettre de toi. L'attente a été si longue qu'elle a réveillé en moi des craintes et des appréhensions extrêmes, d'autant que je n'imaginais pas que la paresse d'écrire fût en cause. Si je le pouvais, je t'exhorterais à lutter contre l'indifférence qui pourrait t'envahir, et j'aimerais que la moindre pensée que tu as pour moi soit un aiguillon. Chère Sophie, ce matin, les Russes ont lancé un pilonnage d'une telle intensité que même nos fantassins ont été sidérés. Toute la journée, le sol a tellement tremblé et bouillonné qu'on a craint qu'il n'y ait aucun survivant dans notre secteur. Nos pertes sont tellement élevées que mon bataillon est réduit à la taille d'une compagnie. Bien que ces journées soient dures et atroces, elles me rendent léger et me libèrent de tout désir terrestre. J'en découvre chaque jour le caractère éphémère. Même la mort me fait moins peur. Les soldats allemands s'enfoncent jusque dans le Caucase occidental, point culminant de l'Europe à la lisière du continent. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Westkaukasus erzielte gestern der Angriff deutscher und slowakischer Truppen trotz heftigen feindlichen Widerstandes abermals bedeutenden Raumgewinn. Kampf- und Zerstörerflugzeuge griffen wirksam in die Erstkämpfe ein. Ici, les Allemands luttent inutilement, même s'ils gagnent parfois du terrain. Les troupes hitlériennes sont en déroute et battent en retraite. Il arrive que les soldats reçoivent l'autorisation de se reposer à l'arrière. À Krasnodar, dans le Caucase, ils sont pris en charge par Annette Schücking, âgée de 21 ans. À Krasnodar, ma mission consistait à trouver de la nourriture. Je passais mes journées à en chercher en quantité suffisante. Il fallait nourrir les soldats qui venaient en permission au foyer. Les rations fournies par l'armée allemande sont très insuffisantes. Les aides-soignantes doivent faire preuve d'ingéniosité. Nous disposions, comme en Ukraine, d'un budget calculé en fonction du nombre de personnes qu'on était censé nourrir. Mais ces estimations étaient toujours en dessous de la réalité. On devait négocier avec les différents services pour obtenir davantage. On passait notre temps à marchander. C'était de la corruption, bien sûr. En guise de divertissement, le théâtre et les concerts. Les Russes nous ont offert de très beaux spectacles. Les numéros de variété des théâtres allemands étaient souvent épouvantables et se limitaient à mettre en scène le corps des femmes. C'était affligeant. Les soldats, eux, sont incapables d'oublier la guerre. Les soldats avaient l'impression que cette guerre allait durer des décennies. Je ne pense pas qu'ils croyaient à la victoire. Ils avaient fini par se faire une raison. Les hommes avaient quelque chose d'étrange dans le regard. Ça ne venait pas seulement du manque de nourriture au front.
Le plus étrange, c'est que bon nombre de soldats ne voulaient même plus rentrer chez eux. On aurait dit que pour eux, l'Allemagne était aussi loin que l'Amérique du Sud, qu'ils ne pourraient plus jamais y vivre. En Allemagne, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, continue à faire croire que les troupes allemandes progressent alors qu'elles sont paralysées. In Stalingrad setzten Infanterie- und Panzerverbände in engem Zusammenwirken mit pausenlos angreifenden Fliegerkräften und der Flakartillerie der Luftwaffe ihren schwungvollen Angriff trotz erbitterter feindlicher Gegenwehr fort. Überrannten zahlreiche Stützpunkte und eingegrabene Panzer. Les alertes aériennes incessantes et les nouvelles peu encourageantes en provenance du front sapent le moral de la population allemande. Tous les jours, des militaires, des membres du parti et surtout des civils s'écrient « Quand cette guerre funeste va-t-elle enfin se terminer ?» Dans les pays occupés comme la Norvège, la Pologne, les pays baltes, le Danemark et la France, les habitants ne se rendent pas compte des revers des troupes hitlériennes. Nous suivions bien l'actualité, mais l'actualité et l'histoire, c'est différent. Les Allemands étaient très très loin. Et en plus, ils étaient sur le Caucase. Je me rappelle très bien qu'on voyait le drapeau allemand sur le mont Elburz du Caucase. Ça ne donnait pas l'impression d'une défaite inéluctable, d'un tournant de la guerre. Pas du tout. Même si les Allemands ne prenaient pas vraiment Stalingrad tout de suite. Hitler et ses généraux perdent peu à peu le contrôle de la guerre. Dans le sud de la France, les Allemands veulent s'emparer des navires de guerre français. Mais les Français sont plus rapides et coulent leur flotte. Pour les soldats allemands, être envoyé en France équivaut à gagner le gros lot. Beaucoup se conduisent comme des touristes en uniforme. Mais ils représentent un régime qui répand de plus en plus la terreur. Ce qui n'empêche pas certains Français à rechercher leur compagnie. Mais pour la majorité des Français, c'est une période bien sombre. Il n'y avait rien à manger, n'est-ce pas? Et à la cantine de l'université, c'était jour père rutabaga et jour impair blette, n'est-ce pas? Jamais de viande, jamais de beurre, jamais de sucre, rien du tout. Donc moi, je pesais plus que 40 kilos et quelques, n'est-ce pas? Noël approche et la propagande est à son comble. Künstlerinnen und Künstlerfrauen packen Feldpostpäckchen. Auch die Schuljugend hilft begeistert mit, wenn unseren Frontsoldaten eine Freude gemacht werden soll. Sur tous les fronts, les caméramens des actualités filment des images censées émouvoir les spectateurs. En Union soviétique, en Angleterre et aux États-Unis, la patrie et le front sont indissociables. C'est le message véhiculé par ces images. Noël doit servir de motivation pour le grand massacre. On this Christmas 1942, our soldiers and airmen in Tunisia and the Western Desert gathered together in little churches or under the open sky. And doing so, they thought of their homes and loved ones, hundreds or thousands of miles away. Our soldiers' thoughts were of New York and the Middle West, of the cities and villages of France, of the plains and hills of India, of homes in Cape Town and the African veldt.
À Alger, le 24 décembre 1942, des coups de feu retentissent. L'amiral Darlan, haut commissaire pour la France en Afrique, est assassiné. En se ralliant aux Américains, il s'est attiré la haine de nombreux Français. C'était Darlan qui maintenant était à la tête du gouvernement d'Alger. Donc c'était Vichy, encore Vichy, à Alger. Je me rappelle très bien que dans les manifestations de Grenoble, où j'étais étudiant en novembre 1942, nous crions tous « À bas Darlan !» N'est-ce pas ? « À bas Darlan !» Un jeune homme attendait Darlan à l'entrée de son bureau et l'a abattu de 2 balles. L'auteur du crime est exécuté avant l'enterrement de l'amiral. La solennité des funérailles est trompeuse. Les Américains et les Britanniques se félicitent d'être débarrassés de l'amiral versatile. Son successeur sera moins problématique. Moi, le 24 décembre 1942, c'était pas Darlan. D'abord, on ne savait pas qu'il était mort le 24. On l'a su qu'après. Mais c'était pas ça qui m'intéressait. C'était mon anniversaire et je n'avais plus ma mère. Donc pour moi, c'était les pleurs chez des amis. Il n'y a pas eu de Noël. La mère de Marc Ferraud est restée à Paris. Elle sera déportée à Auschwitz. Marc ne la reverra jamais. En 1942, à Noël, des millions d'Européens ont peur pour ceux qu'ils aiment, qu'ils soient chez eux, en exil ou sur le front. Mon cher Fritz, comment t'es-tu senti lors du réveillon de Noël? J'espère qu'en dépit de l'endroit où tu te trouves, et malgré l'absence de sapin de Noël et des cadeaux de tes amis, tu as vécu un agréable moment. Mais surtout, reviens en bonne santé. Tu sais ce que je te souhaite. Je confie tout cela à Dieu qui rend puissant notre amour impuissant. Sophie. En Angleterre, à l'approche du Nouvel An, les recrues de Blackpool ne s'ennuient plus. Les lieux de divertissement de la ville manquaient de femmes. L'endroit le plus en vogue à l'époque était le Tower Ballroom. C'était une des plus grandes salles de danse en Europe. Quand une femme arrivait, 10 à 15 soldats se précipitaient vers elle. La concurrence était très rude. Et selon une règle officieuse, on disposait d'un temps strictement limité pour partager un moment avec une femme. In other years, the Russians, like ourselves, celebrated on New Year's Eve, but not now. The factories are just as busy as on any other night. The moment comes. С Новым годом! And at the front, the greeting is the same, up to a point. С Новым годом, гвардейцы! Огонь! Le Nouvel An est l'occasion de faire un bilan, même pour Joseph Goebbels, ministre allemand de la propagande. Wenn wir am heutigen Abend das Vaterland versammelt stehen, dann gilt unser erster Gruß dem Führer. Hält die Nation mit starker Hand und führt sie. De même pour la journaliste berlinoise Ursula von Kardorff. Le soir même, elle commence un journal. L'année dernière, retraite de l'armée, semaine de la laine, destitution de généraux, invasion américaine en Afrique et occupation allemande de toute la France. Résistance à l'Est, en dépit des attaques incessantes sur tous les fronts. Chaudron de Stalingrad, incapacité à prendre Leningrad. En politique intérieure, importantes difficultés suite aux bombardements de Lübeck, Brême
Cologne, Mayence, Duisbourg, l'alimentation dans l'ensemble est un peu meilleure, sans oublier les campagnes judicieuses des dons de Noël, des cadeaux du Führer, etc. Pour le reste, forte pression due à l'extermination des Juifs, dont une majorité de la population se fiche quand elle ne la soutient pas. Je n'arrive pas à croire qu'on est déjà en 43. Ça fait 4 ans qu'on vit dans cet enfer. Les jours s'écoulent rapidement. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Chaque jour, cet ennui, écœurant et persistant. Grande effervescence dans la ville. Bon nombre de gens doivent se rendre dans le pays des ancêtres, en Palestine. Je ne sais pas comment décrire le sentiment qui m'a envahi en apprenant cette nouvelle. C'était un mélange de joie et d'envie. Nous aussi, nous espérons obtenir nos papiers. Si cela arrive, j'ai l'impression que je regretterai amèrement de quitter Bedzin. Comme si dans mon subconscient, j'étais curieuse de savoir comment les choses allaient se dérouler ici. L'Europe de l'Est est couverte d'un épais manteau de neige. En Ukraine, les Juifs de Novochitomir doivent maintenant lutter contre la glace et le froid polaire. En hiver, il neige jour et nuit en Ukraine. Les véhicules allemands n'étaient pas conçus pour rouler sur des routes recouvertes de glace et de neige. On nous faisait déblayer la neige. Quand un véhicule allemand s'enlisait, on devait le pousser. Et il y avait parfois des soldats allemands dans les véhicules. Ils étaient beaucoup moins fringants qu'en 1942. Ils étaient mal vêtus. Ils étaient nu-pieds dans leurs bottes. Ils mangeaient et buvaient en permanence. Alors que nous, on crevait de faim. Parfois, je m'agrippais à un véhicule et je criais « J'ai faim, donnez-moi quelque chose à manger ». Alors ils nous jetaient des boîtes avec des restes de nourriture ou du pain. C'était les restes de leur repas. Malgré le froid, pour lui, la neige est une aubaine. On poussait un véhicule et il s'est mis à rouler lentement. La route était très glissante et le véhicule a dérapé de gauche à droite. Je me suis agrippé à la carrosserie, mais la voiture a fait une embardée. Et je me suis retrouvé enfoui dans la neige, amassé sur le bas-côté. Sur le moment, je ne savais pas trop quoi faire. Je n'ai pas bougé et au bout d'une demi-heure, j'étais entièrement recouvert de neige. À un moment, j'ai entendu « Tout le monde au camp !» Je suis resté sous la neige jusqu'à ce que la lune apparaisse. Je savais que les véhicules allemands ne roulaient jamais la nuit. Je suis sorti de ma cachette en rampant et j'ai pris la fuite. Les bombardiers britanniques s'enfoncent toujours plus loin dans les pays occupés et le Reich. Berlin est également la cible des attaques aériennes. In der Nacht zum Dienstag bombardierte die Royal Air Force Frachtzüge und Lokomotiven in Nordfrankreich. An der holländischen Küste belegten englische Bomber 3 feindliche Schiffe mit Volltreffern. In den Nächten zum Sonntag und Montag hatte die Royal Air Force 2 Großangriffe auf Berlin ausgeführt. Jusque-là, la capitale allemande avait été relativement épargnée. À présent, plusieurs quartiers sont en ruine. Dernièrement, nouvelle attaque aérienne très intense. Je l'observais depuis mon balcon. Soudain, un vacarme infernal. Je n'étais jamais descendu dans la cave à une telle vitesse. Dans la rue de Seringer, 2 immeubles ont été entièrement détruits par une bombe.
Aujourd'hui, dans la Stadtbahn, nous avons dépassé un convoi en route pour le front. J'ai eu soudain la vision qu'à chaque tour de roue, les soldats s'approchaient de leur mort. Sur la locomotive était écrit en blanc « Faisons tourner les roues pour la victoire ». Pour la mort, plutôt, me suis-je dit. Dans les cinémas, on projette rarement la réalité de la guerre. Au cours de l'hiver 42-43, le public s'enthousiasme pour le film Un grand amour. C'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma allemand. 27 millions de spectateurs en seront bouleversés. J'ai vu ce film. Je ne sais plus pourquoi ma mère m'a autorisé à le voir. Je devais demander la permission pour ce genre de choses. J'y suis donc allée. Le message de ce film de propagande, la guerre d'abord, l'amour ensuite. Alors, au cinéma, on allait un peu, mais on évitait les actualités de la première partie, n'est-ce pas? Parce que c'était des actualités franco-allemandes, donc on ne voulait pas les voir. Et avant, on y allait et au moment des actualités, on sortait. Et alors, pour pas qu'on sorte, on allumait les lumières. Il y avait ordre de la préfecture d'allumer les lumières pendant les actualités pour voir qui sortait, qui entrait. Puis il y avait la police à la sortie qui demandait les papiers, etc. Alors là, c'était la catastrophe. Donc, à partir de 42-3, on n'allait plus au cinéma. Picturesque Casablanca, in liberated French Morocco, setting for the historic 10-day meeting between America's President Roosevelt and... L'Afrique du Nord n'est pas entièrement libérée du joug allemand. Le président américain Franklin Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill se rencontrent à Casablanca. Ils passent en revue les troupes alliées et fixent l'objectif ultime de la guerre. La capitulation inconditionnelle du Troisième Reich. Les deux hommes réunissent aussi les représentants des deux Frances. Le général Giraud, haut commissaire de la France en Afrique, qui représente la France libérée par les Alliés, et le général de Gaulle, organisateur de la résistance et chef de la France libre, qui arrive de Londres en avion. Au revoir, monsieur le Premier ministre. Comptez mes avions. À Berlin, en janvier, après un début d'hiver relativement doux, le gel paralyse la ville. Les Berlinois commencent à comprendre que leur avenir est sombre. Ils auraient bien aimé croire plus longtemps au mythe de l'invincibilité allemande. On a célébré l'anniversaire de Zweigart dans un bar italien. Il a tenu un discours sur la douce violence du silence et du beau à laquelle on ne peut se soustraire. À côté de moi, un peintre de la Klosterstrasse m'a dit soudain « Je bois à la santé du soldat qui est à Stalingrad ou à Rostov et auquel vous êtes en train de penser. » Je travaille laborieusement à mon article « Soif de conversation ». À Stalingrad, les soldats allemands savent qu'ils sont perdus. Chère Sophie, après un très long silence, un signe de vie de ma part. Nous venons de vivre des jours très difficiles. Depuis 8 jours, nous battons en retraite à Stalingrad. Depuis 8 jours, nous sommes dehors par moins 30 degrés, sans aucun moyen de nous réchauffer. Mon bataillon est décimé. Moi-même, j'ai les 2 mains gelées. 2 de mes doigts ont des engelures au 3e degré. J'ignore comment les choses vont évoluer, la situation est désespérée. Si je ne suis pas frappé par un destin funeste auquel, grâce à Dieu, j'ai plusieurs fois échappé, je finirai comme prisonnier de guerre en Russie. L'armée soviétique s'apprête à lancer l'attaque de la ville. Les Allemands ont tenté en vain de briser l'encerclement de leur 6e armée en lançant des divisions blindées. Dans le chaudron de Stalingrad vivent aussi des vieux, des enfants et des femmes, comme Lydia Vassilievna.
Nous avons assisté à la tragédie. Un jour de janvier, nous avons vu comment nos soldats ont été massacrés. Mais les blindés allemands ont été détruits et tous ceux qui étaient dedans ont été tués. Les Allemands n'ont pas réussi à percer nos lignes pour rejoindre le général Paulus. Nos blindés ne les ont pas laissés passer. 20 chars russes étaient en feu. Ma sœur et moi, on s'est approchés en rampant et on a sorti 3 soldats des flammes. À l'automne, la propagande de Goebbels avait promis la prise rapide de la ville. À présent, elle se tait. Derrière le front, on ne sait rien du sort des soldats allemands, pris au piège dans le chaudron de Stalingrad. On avait peu de nouvelles de Stalingrad. On ne savait pas ce qui se passait sur place, que des généraux avaient réussi à sortir de la ville et que la plupart des soldats mouraient de faim. Cet hiver-là, les troupes allemandes s'enlistent aussi à Leningrad, où les troupes soviétiques ouvrent un corridor terrestre vers la ville. Une brèche est ainsi ouverte dans le blocus de la Wehrmacht. Mais jusqu'à la libération de la ville, 2 ans plus tard, 500 000 Russes mourront encore de faim. Hitler a donné l'ordre aux soldats allemands de se battre jusqu'à la dernière cartouche. Il leur a interdit de capituler. Le Führer évite désormais de se montrer en public. Il s'isole dans son quartier général, situé en Prusse orientale. Après-demain, cela fera 10 ans que le NSDAP a pris le pouvoir en Allemagne. Cette date devait devenir un jour férié, mais ce projet a été abandonné. Hermann Göring, successeur désigné d'Hitler, assure désormais les discours à la place du Führer. La propagande transforme la débâcle de Stalingrad en bataille héroïque. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohnegleichen. Das hieß der Kampf der Nibelungen. Auch sie standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort, denn ein Volk, das so kämpfen kann, muss siegen. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse, on apprend la capitulation de Stalingrad. 90 000 hommes. Ils étaient 160 000. Incroyable. Comme ils ont dû souffrir au cours des 6 dernières semaines. Et tout cela pour rien. C'est à devenir fou, complètement fou. Au total, 150 000 soldats allemands trouvent la mort à Stalingrad. 90 000 sont faits prisonniers par les soviétiques. Des années plus tard, seuls 6 000 rentreront en Allemagne. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est ce général allemand qui a refusé de capituler, qui s'est défendu jusqu'au bout. Ça nous a beaucoup émus. Hitler aurait préféré que le Feldmaréchal Paulus se suicide plutôt que d'être fait prisonnier. Mais Paulus préfère capituler. La débâcle de la 6e armée est un coup dur pour les Allemands. À Vienne, Traudl Lessing se réjouit du week-end qui arrive. Au programme, du sport et des jeux, avec 2 amis.
On courait tôt le matin dans le parc de Türkenschanz. On faisait ça le samedi et le dimanche. Ensuite, on allait jouer au train. Au cours de l'hiver 1943, alors qu'on était allé courir dans le parc, on s'est arrêté près d'un banc et un des garçons nous a dit « Vous avez entendu la nouvelle? Stalingrad est tombé. » On a acquiescé et on a dit « Alors on ne va pas jouer au train aujourd'hui. » C'était tout. C'était notre manière de reconnaître que la guerre était perdue. 300 000 soviétiques sont morts au cours de la bataille de Stalingrad. Je ne pouvais pas soupçonner non plus l'intensité de la résistance soviétique. Jamais. Ils ont perdu 20 millions de personnes. Chaque fois que dans les discussions entre anciens, vieux combattants, etc., il y a des discussions sur les communistes. Il y en a toujours un qui dit Stalingrad. Qu'est-ce que nous serions de Stalingrad? Savez-vous ce que la bataille de Stalingrad a eu comme conséquence pour nous? Stalingrad, c'était la ville où on habitait. On est donc retourné chez nous. Mais en arrivant dans la ville, on a eu le choc de notre vie. Plus une seule maison n'était debout. La terre était noire. La ville n'était qu'un amas de ferraille et de décombres. Staline fête en grande pompe ce triomphe. Les Allemands ont été vaincus dans la cité qui porte son nom. Les Soviétiques reprennent espoir. L'Allemagne est sous le choc. Les conséquences du piège de Stalingrad, l'anéantissement de la 6e armée, les nouvelles désastreuses en provenance du Caucase, la débâcle en Afrique du Nord, tout cela plonge la population allemande dans le désespoir et la fureur. Le consul suisse note aussi la mobilisation de toute la population allemande. C'est la guerre totale. Le décret qui ordonne la fermeture d'une série de commerces, notamment les bijouteries, les magasins de fourrure, de pianos, de radios, a suscité l'amertume des commerçants. À diverses reprises, des propriétaires frappés par ce décret ont déclaré « Après avoir pillé les Juifs, voilà qu'ils s'en prennent à nous ». Tous les Allemands valides doivent désormais se battre pour la victoire finale promise par le Führer. Même les femmes. Arbeitsbeginn in einem großen deutschen Rüstungswerk. Die Front braucht Waffen und Munition. Die Heimat wird sie liefern, gleichgültig welche Massen auch gefordert werden. Diese Arbeiterin war kürzlich noch als Modistin in einem Modesalon. Diese Verkäuferin in einem Luxuswarengeschäft. Und diese hier verkaufte Parfümerien. Unsere Frauen und Mädchen sollen sich nicht ängstigen. Sie werden unseren einmal siegreich heimkehrenden Soldaten auch ohne friedensmäßige Aufmachung gefallen. Was sollen Frisiersalons, in denen ein Schönheitskult gepflegt wird? Joseph Goebbels a fait venir 15 000 personnes pour l'applaudir au Palais des Sports de Berlin. Son discours doit raviver l'instinct patriotique des Allemands. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? À Munich, le même jour, 2 étudiants distribuent le 6e tract édité par le groupe de résistants de la Rose Blanche.
Au nom de tout le peuple allemand, nous exigeons de l'État d'Adolf Hitler qu'il nous restitue notre bien le plus précieux, notre liberté personnelle, celle qui nous a honteusement volée. Les morts de Stalingrad nous en conjurent. Notre peuple s'érige contre l'asservissement de l'Europe par le national-socialisme. Je n'appartenais pas à la Rose Blanche. Je connaissais des gens qui en faisaient partie. Ce mouvement avait notamment des sympathisants à Heidelberg. Mais j'étais convaincue qu'ils allaient se faire prendre et être condamnés à mort. Pour moi, c'était évident. Et moi, je ne voulais pas mourir. D'ailleurs, quand j'y repense, personne parmi ces résistants ne m'a jamais demandé de rejoindre le groupe. Ils devaient me trouver trop lâche. Ils avaient probablement raison, parce que je ne voulais pas mourir. Alors que Sophie Scholl distribue le 6e tract dans la rue, elle est arrêtée par la Gestapo. 4 jours plus tard, le 22 février 1943, elle est jugée et exécutée. Ce jour-là, Fritz se trouve dans un hôpital militaire à l'arrière du front. Il a pu quitter in extremis le chaudron de Stalingrad en embarquant dans un des derniers avions allemands qui rapatrie les blessés. Chère Sophie, je te rejoins en pensée à Munich. Comment vas-tu passer ta journée ? Tu ne m'as jamais rien écrit sur tes cours qui occupent sûrement la majeure partie de ton temps. Cela dit, j'estime que ce n'est pas ce qui compte le plus, même si tu vis à Munich pour étudier. Dessines-tu et peins-tu toujours autant ? En Afrique du Nord, les combats vont se poursuivre jusqu'en mai 1943. C'est à ce moment-là que les Américains, les Britanniques et les Français libéreront Tunis. Et la Sicile est très proche de Tunis. J'étais complètement abattu à cette époque. Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, on savait qu'il ne leur faudrait pas longtemps avant d'arriver en Sicile. Cela signifiait la fin du fascisme et le commencement de la démocratie. Mais les Alliés devaient d'abord conquérir toute l'Italie. Autrement dit, des étrangers allaient prendre le pouvoir dans mon pays. À Vichy, Pétain sent que la fin approche. Son régime se transforme de plus en plus en une dictature au service des Allemands. Toutefois, la population française reprend peu à peu espoir. Alors, imaginer la victoire, c'était pas simple. On n'avait pas en tête la victoire. Mais on attendait quand même les Américains. Or, les Américains, ils allaient se battre, mais très loin, toujours très loin, vous comprenez? Donc, on n'imaginait pas l'avenir. On imaginait seulement un moment où ils débarqueraient et on pourrait les aider. On ne pouvait pas aller plus loin. On espérait un jour la libération, bien sûr, mais on n'en était pas certain. J'avais accroché au mur une carte de l'Europe et j'y notais régulièrement la position des soldats, des armées en Union soviétique. Les Allemands battaient toujours plus en retraite. J'ai marqué le mouvement des troupes jusqu'au 19 mars 1944. Après, j'ai arrêté, évidemment. La Hongrie renonce à l'alliance avec l'Allemagne. Le 19 mars, les troupes hitlériennes envahissent le pays. Les Juifs de Hongrie sont aussitôt déportés. Agnès Heller réussit à leur échapper. En février 1943, Ruth Kalaskir écrit dans son journal
L'étau se resserre de plus en plus. Le mois prochain, nous serons dans un ghetto, un vrai, avec des murs en pierre. Je suis tellement imbibée des horreurs de la guerre que les pires nouvelles n'ont plus aucun effet sur moi. Je n'arrive pas à croire qu'un jour je pourrai sortir du ghetto sans porter l'étoile jaune, que la guerre sera bel et bien terminée. Je suis curieuse de savoir comment je réagirai. Je pense que je serai folle de joie. Ruth Kalaskir sera déporté à Auschwitz en août 1943 et assassiné dès son arrivée. Son journal sera publié 60 ans plus tard. La guerre durera encore 2 longues années au cours desquelles l'Europe sera détruite jour après jour. À la fin de la guerre, on dénombrera près de 70 millions de morts. Tués au combat, assassinés, morts de faim, des assauts militaires, des bombardements et de la déportation. Peu après la guerre, le consul suisse écrit Le plus étrange, c'est qu'on entend rarement l'Allemand de la rue exprimer un reproche contre le Führer ou contre le nazisme. Après la guerre, Franz Rudolf von Weiss quitte le service diplomatique. Fritz Hartnagel épouse la sœur cadette de Sophie Scholl. Ursula von Kardorff poursuit sa carrière de journaliste. Lydia Vassilievna rédige plusieurs livres sur la bataille de Stalingrad. En 1945, Haïm Shulkin combat les Allemands au sein de l'armée rouge. Après la guerre, Annette Schücking, juge et féministe, se bat pour l'égalité des droits pour tous. Andrea Camilleri devient un écrivain à succès. Au printemps 1945, Traudl Lessing reconnaît les atrocités commises par le nazisme. Marc Ferroux entre dans la résistance. Après la guerre, il devient historien. Dennis Norden entame une carrière d'animateur au sein de la Royal Air Force. Devenu journaliste, Jean Daniel fonde le Nouvel Observateur. Agnès Heller devient une philosophe de renommée internationale. Elle est aussi une des premières à militer pour une Hongrie libérale. Margaret Mitscherlich devient psychanalyste.